Congo, je viens te dire ce que nous ne savons pas te dire. C'est la première phrase de votre livre Lamentation Koumani et c'est en même temps la musique de cet ouvrage. Nino Bolia, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview exclusive pour parler de votre premier livre, qui n'est pas encore sorti officiellement, mais qui a déjà une consonance prophétique par rapport à ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui. Moi, je pense à ceux qui vont tomber sur ce livre et qui vont se dire « Pourquoi ce titre ? Pourquoi avoir choisi une lamentation comme style d'expression ?» Oui, en effet, mon livre s'appelle Lamentation Koumani pour une raison simple, qui est sa réponse dans ce même titre, c'est-à-dire que en poésie, une lamentation, c'est une littérature de circonstances par laquelle on met en forme, ou en tout cas on convertit l'émotion en mots pour exprimer du regret, le deuil occasionné par un départ, une mort, une calamité publique. Donc c'est une littérature de la douleur. Et ce style de littérature, justement, convenait parfaitement avec la priorité de dire quelque chose sur la calamité de l'histoire moderne et contemporaine du Congo. Que veut dire Koumani ? Alors, il y a une double signification. Koumani, dans le titre de mon livre, c'est une abréviation. Chaque lettre de ce terme équivaut à un mot, K comme Congo, H comme humilié, O comme offensé, et ainsi de suite. Donc c'est une abréviation qui est en titre de mon livre. Mais en même temps, Koumani est un titre honorifique qui est le plus souvent porté par des chefs traditionnels dans certaines cultures Congo. Ça reste à préciser et à authentifier, mais voilà, c'est à peu près ça la deuxième symbolique. Voilà. D'accord. Alors moi, j'aimerais d'abord vous dire que les quelques passages que j'ai pu lire de votre livre sont remarquables au niveau de l'écriture, mais ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est le fait d'écrire des choses aussi dures, avec un sérieux qui peut effrayer quand on sait que vous parlez de votre propre pays. Pour illustrer, je vais vous lire un petit extrait de l'avant-propos écrit par le professeur Diouf, le parrain de votre livre, qui dit ceci. « Derrière ses volets fermés, le Congo est un pays déstabilisé qui demande à se perdre. Pire encore, le jour est en train de chuter. Et à l'intérieur de la pièce, la vie du Congolais n'est qu'une mise en scène faite d'innocence et de crime. Vaut mieux prévenir que guérir. La lecture de ce livre doit s'accompagner d'un effort de conceptualisation qui fait davantage appel à la sensibilité plutôt qu'à l'intelligence. Nino Bolia, pourquoi, et je suis d'accord avec le professeur Diouf, pourquoi ce qui est écrit dans ce livre a nécessité autant de sensibilité ? Alors, comment vous l'expliquer simplement ? Vous savez, il y a, à partir d'un certain moment, une nécessité pour la sensibilité de faire appel au trouble pour émouvoir. Parce que je pense profondément qu'on ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu. Ça vous émeut parce que ça vous trouble. Et donc, c'est un degré de sensibilité qu'il faut réussir à atteindre, je suis d'accord. Mon livre a certainement nécessité beaucoup de sensibilité, mais je vais vous dire la vraie raison à tout ça. C'est que dans la culture bantoue, il est une façon un peu particulière de pleurer les morts ou des êtres qui agonisent. Et cette façon ou ce rapport au deuil, à la tristesse, à la douleur, je l'observe depuis que je suis tout petit. J'ai vécu un certain nombre d'événements tragiques. Étant tout petit, j'ai vécu le décès de mon grand-père maternel. En grandissant, il y a eu la disparition de quelques membres de famille. Donc, j'ai pu ressentir ces malheurs, mais surtout, j'ai baigné, si je puis m'exprimer ainsi, dans ces atmosphères de désarroi. Et il est justement une façon qui caractérise le bantou, c'est qu'il parle mort. Il interpelle son cadavre, c'est-à-dire que dans sa façon de faire son deuil, cette tradition occupe une bonne partie de la veillée funèbre. Il va comme ça parler au cadavre, lui rappeler ce qu'il a été, lui dire sa peine, lui rappeler ses promesses, lui dire ses craintes pour l'avenir quand il s'agit d'un père de famille qui s'en va. Bref, c'est une coutume que j'observe depuis que je suis gamin. Eh bien, cette coutume, cette façon, qui est une façon congolaise, a inspiré ma manière d'écrire une lamentation, c'est-à-dire encore que je me suis approprié ce style de littérature parce que j'en avais en quelque sorte le modèle empirique qui me permettait de pouvoir traduire le degré le plus élevé de la sensibilité qui équivaut au trouble. Donc c'est cette démarche-là qui ponctue mon livre avec cette première phrase, hein, Congo, je viens te dire ce que nous ne savons pas te dire, c'est-à-dire que je viens au chevet d'un
planète qui agonise, qui est mal, qui meurt, et je me mets à lui parler, à lui dire ce qui se passe, à lui dire ce que moi je sais de la situation. Je lui dis aussi pourquoi personne ne vient lui parler, pourquoi les responsables de la famille ne lui parlent pas, pourquoi personne ne s'occupe de ses plaies, etc. Donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué pour la coutume. Ma démarche est douloureuse, triste. Littérairement, c'est une lamentation, et dans la réalité, mon écriture a une assise empirique, et c'est vraiment ce qui me stimulait. Très bien. Très bien, je comprends mieux justement la forme du livre qui délivre cette sensation de répétition avec cette phrase qui revient « Congo, je viens te dire ce que nous ne savons pas te dire ». Je comprends mieux à quoi ça correspond maintenant que vous en parlez, et c'est en cela que c'est toujours important de discuter avec les écrivains de leurs ouvrages. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le professeur Diouf qui nous a permis d'avoir en exclusivité le livre en format numérique, en tout cas les 5 premiers chapitres de cet ouvrage. Le professeur Diouf, parrain de votre livre. Nino Bolia, vous m'avez clairement dit, quand je vous ai eu au téléphone pour la première fois, que votre livre était à destination des Congolais avant tout. Chose que je ne partage pas, puisque votre écriture, votre façon de traiter le sujet, vos idées, votre pensée n'est pas, comment dire ça, congolo-centrée. En fait, vous parlez au monde entier. En lisant le livre, le chapitre 1 par exemple, sur l'absurde, je ne crois pas que ça soit une problématique exclusivement congolaise. Donc j'aimerais qu'on en parle. Aussi, puisque votre façon de tenir la plume pose la question de vos influences littéraires, qu'avez-vous lu pour devenir écrivain ? Et enfin, comment vous est venue l'idée d'un livre si particulier ? Vous avez absolument le droit d'avoir une autre opinion que moi, je veux dire. Disons que depuis la fin de mes études, je me suis très attaché à la notion d'émancipation des peuples. D'abord par la création artistique, le documentaire Article 15 en est un témoignage, et puis par l'écriture, la rédaction chez African Mokele Magazine, où j'ai bénéficié d'une grande liberté de pensée et d'action. Et je pense honnêtement vous dire que durant ma période universitaire en France, mes meilleurs amis furent quand même des livres, si bien que quand il y avait des périodes de creux ou de vacances, en tout cas au moindre prétexte qui me dispensait des cours, eh bien j'avais pris l'habitude de la rumination. C'est-à-dire que mes lectures d'Hegel, de Bergson, de Nietzsche, de Rimbaud, de Lautréamont, de Césaire, de Cheikh Anta Diop, d'Empateba par exemple, de Senghor ou de Fanon, et de tant d'autres. Pour l'étudiant que j'étais, toutes ces pensées constituaient une aventure intellectuelle, morale et même affective. À tel point qu'aujourd'hui encore, je ne fais pas de différence entre griots d'Afrique et penseurs d'Occident, parce que tout simplement pour moi, ils ont été tous ensemble des compagnons assidus. Tous ont nourri mon questionnement, ma pensée, mes idées. Donc je ruminais tout ça pour me faire ma propre opinion, pour me construire des réponses dont la logique me convenait, et de fil en aiguille, j'ai fait des textes qui finalement ont trouvé leur place dans la problématique de ce livre. Justement, j'allais y venir. La problématique de ce livre. Alors c'est vrai, vous nous avez expliqué un tout petit peu le langage de votre livre, mais il n'en reste pas moins que c'est très difficile de l'aborder et de savoir de quoi il s'agit. On ne sait pas très bien où vous nous emmenez, parce qu'il n'y a rien de défini dans ce livre, d'où cette question de problématique. Est-ce que cette difficulté est préméditée ? Si oui, pourquoi ? Ou alors pouvez-vous nous dire quelle est la direction du livre ? Ou tout naturellement le problème qui encadre le sujet ? Écoutez, il est tout à fait évident que le thème de mon livre est incertain et presque insaisissable, parce qu'à vrai dire, et c'est un motif valable, ce livre est en quelque sorte une restitution des valeurs ambiantes au Congo. Voilà pourquoi au téléphone, je vous ai dit qu'il était à destination des Congolais avant tout. Mais pour l'expliquer autrement, je dirais que Lamentation Koumani, c'est un petit peu l'odyssée d'une prise de conscience, d'une identité, c'est sûr, mais d'une identité romanesque. Et avec ce livre, il est question de non seulement parler de cette identité, mais également de livrer un équivalent biographique à travers des faits que j'ai vus, constatés, supposés, imaginés, qui me permettent dans ce livre de proposer une vraie expérience de lecture, c'est-à-dire que je fais vivre à mon lecteur des épisodes de l'histoire moderne et contemporaine du Congo, tels que je les ai vécus et à partir de mon point de vue, c'est-à-dire aussi que on a affaire à une chronologie bien établie. Je ne parle pas des
des années 60 parce que je n'y étais pas, pareil avec les époques antérieures, mais il n'en reste pas moins que mon témoignage aussi se situe beaucoup plus dans l'histoire et comment vous dire ça. Oui, parce que votre livre est en effet criblé d'indices biographiques. Y avait-il d'ailleurs besoin de référencer autant quand on sait que ce n'est pas une autobiographie? Écoutez, j'ai plutôt l'impression contraire, c'est-à-dire que vous avez utilisé un mot très juste, vous avez parlé d'indices biographiques. En effet, il s'agit de ça, des indices et pas grand-chose d'autre. C'est-à-dire que je suis plus dans la description des faits vécus, qui m'englobe moi, mais dans un ensemble, et je ne suis pas dans un ressenti personnel de comment est-ce que j'ai vécu ces épisodes lointains. Et de ce point de vue, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec un travail d'autobiographie qui est un exercice d'un autre genre. Moi, je suis plutôt dans un travail intellectuel et littéraire qui a son mouvement propre, avec comme finalité première l'émancipation de mon lecteur, l'émancipation du Congolais. Et ça, au fond, c'est très important pour moi. C'est à la fois le thème, le sujet, la direction, la problématique, ou en tout cas le point central de ma démarche. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, bien sûr, qu'on vous écoute attentivement et on comprend ce que vous dites. Quoique, je vous avoue que votre réponse m'étonne un peu, puisque le livre commence par un texte qui est quand même autobiographique. Dans la préface, il s'agit de vous, donc... Et oui, c'est vrai, mais c'est un texte que j'ai écrit en 2016 et qui est un cri de colère par rapport à ce qui se passait à l'époque au Congo. C'est un texte qui engage mes sentiments et que je trouvais, c'est vrai, intéressant en brochure du livre, pour montrer combien déjà à cette époque je me sentais affecté et très concerné par ce qui se passait au Congo. Ce n'est pas le plus beau de mes textes, mais c'est des écrits qui ont leur place dans ce témoignage. Mais encore une fois, ça n'a rien d'autobiographique. Quand on associe ce texte-là aux autres textes du livre, je pense qu'on voit bien que dans l'ensemble, je ne parle pas de ma vie. Très bien, c'est entendu. Alors, comme le livre n'est pas encore sorti, on ne va pas faire très long, histoire d'en garder un peu sous le coude quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur votre ouvrage. Mais pour finir, moi, j'ai une dernière question sur le Congo et sur le Congolais que vous êtes. Je dois avant toute chose vous dire que le Congo est un pays que je ne connaissais pas très bien avant, et que j'ai eu un vrai choc de lecture en vous lisant. Il y a beaucoup d'effets de violence dans ce livre, à se demander s'il n'y a pas une recherche de séduction par l'horrible. Il y a des choses incongrues, difficiles, parfois terre à terre, mais bien heureux. Il y a comme ça une contagion de l'abîme qui transperce la sensibilité et qui, selon moi, peut faire des dégâts. Qu'est-ce que vous espérez à travers ce livre? Qu'est-ce que vous attendez du Congolais? C'est une question très difficile, mais je vais tenter d'y répondre parce que c'est essentiel d'être clair là-dessus. D'abord, je tiens à dire qu'il n'y a pas de recherche manifeste d'effets littéraires dans mon livre. Le sujet est suffisamment important et difficile à traiter que même si je le voulais, je pense que cette volonté-là aurait altéré le message de mon livre. En revanche, oui, je reconnais m'être appliqué au niveau de mon écriture pour rendre agréable la lecture de mon témoignage. Mais de là à avoir des effets littéraires recherchés, je trouve ça un peu fort parce que, si vous voulez, pour moi, effet littéraire, ça privilégie un peu trop la forme au détriment du fond. Et quand on me dit ça à propos de ce livre, c'est le sentiment que j'ai. Mais rien n'empêche les deux, Monsieur Bolia, la forme et le fond. Tout dépend du point de vue auquel on se passe. Je veux dire, je suis d'accord. Donc voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Et puis sur le Congo et les Congolais, je vous réponds en disant ceci. Je suis intrigué par deux problèmes concernant la connaissance de l'identité congolaise. Le premier est celui d'expliquer comment nous savons si peu, alors que nous avons tant d'éléments qui devraient nous mener à l'évidence. Notre situation actuelle est à ériger en baromètre de l'énigme que pose le manque d'horizon politique, assorti à un manque de points de fixation patriotique, et j'en parle plus en profondeur dans mon livre. Deuxièmement, quand une classe est au pouvoir, elle élabore tout un discours de légitimation de cette prise de pouvoir. Et ce discours, on le trouve dans le droit, dans la religion, dans l'art, dans la littérature, etc. Et lorsque ce discours, qui est un discours politique, atteint un certain
stade de développement où il n'est plus capable de se développer par lui-même, eh bien, il éclate une crise stratégique qui a pour but de lever les obstacles apparus sur le chemin de cette politique. Et donc, on assiste la plupart du temps à des métamorphoses politiques qui vont se confondre avec des vrais changements politiques. Les derniers événements au Congo depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui sont la preuve de ce que je suis en train d'expliquer. Et dans le travail que j'ai effectué pour ce livre, je me suis mis à chercher où se trouvait l'usure du pouvoir. Et en fait, je ne la vois pas, je ne la trouve pas. Et je crois que tout simplement, l'usure du pouvoir n'existe pas. C'est l'usure des hommes. Récemment, il y a eu des élections au Congo et j'entendais de toutes parts les élections, c'est du bidon, soit. Mais dans ce cas-là, soyons sérieux, si on ne croit pas aux élections, il ne nous reste qu'une solution, il faut faire vite, c'est l'insurrection. En bref, je pense que vous l'avez compris, le pouvoir ne se donne pas, ça se prend, ça s'arrache, et parfois ça se paye en sang et en cadavre. Et avec ce livre, je viens demander aux Congolais s'il est prêt à payer ce prix-là. Et vous-même, vous pensez que l'insurrection est un bon choix aujourd'hui pour le Congolais? Je le crois, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, c'est vrai, mais c'est une manière de réagir très fortement contre la montée d'une occupation négative de l'esprit. C'est une réponse que je trouve appropriée à ce moment de l'histoire du Congo, face à une élite arrogante, face à des forces négatives et conquérantes, qui sont en même temps des forces d'écrasement culturel extraordinaires. Donc tout cela, je pense, a achevé de me convaincre qu'il fallait que l'insurrection soit une option. Et je vais vous dire une dernière chose, j'ai été très peu approché par des politiques qui sont des personnes en phase à corriger ce qui ne va pas dans notre société. Hein. Et les quelques fois où j'ai été en contact avec des politiques qui en plus à chaque fois ont tenté de m'embrigader, il n'y a pas d'autre mot, j'ai toujours dans nos échanges, privilégier une seule question. Dites-moi dans quelle mesure vous m'émancipez et je vous dirai si je suis pour ou contre. Pour moi, c'est fondamental. Mais malheureusement, le politique congolais est incapable d'accepter l'idée qu'il faut qu'il s'émancipe d'abord pour un meilleur état d'esprit vis-à-vis des enjeux de l'époque. Donc, ces hommes et ces femmes politiques nous installent dans une impasse. En tout cas, mon livre est en partie consacré à ça également. Mon approche est très théorique, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut à un moment donné poser les choses et parfaitement les expliquer. Mon livre propose justement cette expérience. Nino Bolia, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview exclusive pour parler de votre premier livre, Lamentation Koumani. Merci également à toute l'équipe qui a fait le déplacement avec moi, Frédéric, Charlotte, Élise, Alex, Monsieur Griotte, Mirage, Papout et Josette. Un grand merci encore au professeur Diouf qui nous a permis de rentrer en contact avec Monsieur Bolia. Et pour finir, bonne chance et bon courage pour la publication de ce livre. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.